d'abord, je me présente. Moi, je suis entrepreneur. Nous avons fondé un cabinet d'innovation numérique qui s'appelle Data Eclosion. J'ai plus de 17 ans d'expérience sur les projets numériques et je suis accompagné par mon associé Pierre-Antoine Zadi qui va s'occuper de la promotion de ce standard. Parmi nos références, nous avons deux références sur le cloud et notamment la GPN qui est la mutuelle des militaires. Je pense que certains la connaissent et sur lequel j'étais directeur sur le projet Data en 2020 pour faire le Move to Cloud. Donc comme il y a des données militaires, la question c'était est-ce qu'on va sur des clouds américains? Réponse non. Réponse évidemment non. A priori, il faut aller sur un cloud SecNumCloud. C'est la raison pour laquelle j'ai été sensibilisé à cette problématique avec le DSI de l'époque sur l'importance de conserver nos données dans le cloud français. Et la AGL, c'est une expérience très différente où là j'ai fait un Move to Cloud plutôt Azure. AGL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne boîte de Bolloré sur la logistique en Afrique. Donc, comme le disait Monsieur Bournu juste à l'instant, quand le robinet se ferme, ça peut devenir très dangereux. Il ne vous a pas échappé que depuis quelques temps, on a quelques frayeurs depuis qu'un certain Donald Trump occupe la Maison Blanche, avec des droits de douane plus ou moins aléatoires, qui peuvent affoler les marchés, mais ça pourrait être beaucoup plus grave en réalité. Actuellement, on utilise tous ChatGPT, les intelligences artificielles, mais imaginons que demain, après que toutes les entreprises françaises aient fait leur chatbot basé sur OpenAI ou Gemini, ils disent bon, mais maintenant, vous allez payer des surtaxes sur les API d'intelligence artificielle. Comment on fait? Et là, vous n'allez pas prendre un GPS, un VPN. Il va vous dire non, là, il y a un certificat, vous signez un contrat avec nous, sinon vous n'avez pas accès à l'API VPN ou pas VPN. D'accord? Donc, pas de taxe, il n'y aura pas de GAFAM européen, il n'y aura pas de taxe GAFAM, je vous le dis tout de suite, parce que sinon, l'oncle Sam va dire non, mais vous faites une taxe GAFAM, ok, vous allez payer. Très bien, votre système d'info, ah ben non, ah ben écoutez, pas de taxe, ah ben voilà. Deuxième, tout un tas de juridictions, donc Cloud Act, en fait, il faut savoir que si vous avez vos données sur un cloud américain, à tout moment, sur décision de justice américaine, on saisit les données, on arrête tout, et vous pouvez rien faire. Vous pouvez tout simplement rien faire. Donc, quand on pense qu'il y a 2 ou 3 ans, ils ont voulu mettre toutes les données des Français dans Azure, bon, je le prends pour Azure, hein, c'est un excellent cloud pour le monsieur, mais en termes de souveraineté, non, on ne peut pas mettre des données de santé des Français chez nos amis américains. Ce n'est pas sérieux. Troisième volet, la pénurie des composants, parce que ça compte aussi. Et là, je suis d'accord avec monsieur, on n'a plus aucune souveraineté. Et ça va même plus loin. Toutes les petites licences de logiciels, etc., sont des licences détenues par les Américains. Ils peuvent interdire à Taïwan de livrer des puces en Europe. Et ils ont tout l'arsenal juridique pour complètement prioriser leurs entreprises sur les nôtres. Mais faites le compte individuel de toutes les licences que vous payez à des éditeurs américains, des petits bouts de trucs, un petit bout de Dropbox, un petit bout de machin, c'est des centaines d'euros que nous payons individuellement. Et c'est des milliards à l'échelle de Et c'est à peu près 40 milliards. Voilà. Alors, et c'est des hébergements. La bonne nouvelle dans ce que tu racontes, c'est que les États-Unis s'étant désindustrialisés et se rendant compte que la réindustrialisation, c'est pas gagné, les services numériques sont devenus leur revenu majeur. Exactement. Et donc, ils peuvent tirer sur la corde, mais pas tant que ça. Et c'est là où il faut que nous tapions sur la table. J'y viens, donc on va... Voilà. 10 milliards de déficit commercial sur les biens et services, voilà. 260 milliards d'excédents commercial sur les prestations intellectuelles. Voilà. Alors, quelques petites définitions. Souvent, quand l'ANSSI va parler de réversibilité, c'est le fait de pouvoir récupérer totalement ces données sans coût excessif. Or, vous savez que dans le cloud, en général, il faut payer pour récupérer ces données. Ça s'appelle les IRSI. Plus généralement, on parle de portabilité. Ça s'appelle une rançon. Ça s'appelle une rançon. Voilà. Je l'ai noté là, ça peut coûter 10 à 40 000 euros pour récupérer 1 téra par jour. Voilà. Donc, en fait, vous ne pouvez plus. Voilà. Une fois qu'il y a trop de données, c'est fini.
L'idéal donc de ce projet que nous portons avec Data Eclosion, c'est de pouvoir permettre une portabilité. Et je vais vous expliquer comment la portabilité va nous ramener dans la souveraineté. Après, attention, il y a tous ces faux amis de la portabilité. J'ai parlé à un cloud français, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière. Ils m'ont dit, ah mais nous c'est très simple, nous c'est portable. Vous mettez vos données dans le cloud et après on prend toute notre stack, je ne citerai pas le nom, et on la déménage dans un autre data center. C'est ce qu'a voulu faire Bruno Le Maire il y a, je crois en 2021 avec avec sa conférence. Il a dit, ah mais c'est très bien, on va acheter les stacks c'était Google et Azure, et on les installera dans un data center français. Aucune souveraineté là. Vous avez des licences, ils peuvent tout à fait vous interdire la vente de licences. Faux amis de la portabilité. Deuxièmement, les soi-disant compatibilités avec les API soi-disant aux standards Amazon, aux standards Azure, etc. Faux amis de la portabilité. Troisièmement, l'entrée gratuite, les free tiers. Vous venez, ils vous dites, au début, c'est gratuit, hein, le cloud. Ils vous disent, très bien, vous avez de magnifiques offres cadeaux, du compute gratuit, les développeurs sont chouchoutés, dragués, on leur donne des gigaoctets gratuits, des modèles d'IA à essayer. Tout ça, c'est pour commencer à former les développeurs, à former les gens, et puis à faire basculer tout le SI dans... Et voilà. Et ensuite, on est bloqué, et après, on ne peut plus partir. Alors maintenant, comment on va aboutir à cette portabilité? Il y a eu des tentatives, et donc il y a eu l'OPE, mais qui n'ont pas vraiment marché, parce que souvent c'était des standards très académiques, très intellectuels, avec des gens qui se réunissaient dans des commissions vraiment très éloignées de l'informatique, du cœur de métier, de la discipline. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui marche à peu près, c'est de l'open source. Voilà, c'est la CNCF. La CNCF qui est un organisme qui permet de fédérer les projets open source sur le cloud, donc Kubernetes, qui à la base était, c'est vrai, une technologie Google, qui a été, qui devient un dénominateur commun, parce que Kubernetes, on peut l'avoir maintenant dans pas mal de clouds, sur Azure avec AKS, mais sur AWS avec chacun son implémentation, ok. Mais ça commence à devenir un standard. Donc, ce qui a marché, déjà, on le voit, c'est des solutions qui marchent, qui répondent à des solutions concrètes. Deuxièmement, des solutions open source, et quand même des solutions dont certains clouds, ça ne les dérangerait pas, nos grands clouds américains, de supporter ces technologies. Et maintenant, je vais vous expliquer, à mon sens, pourquoi la souveraineté numérique, ça commence par la portabilité. Parce qu'imaginons qu'on ait un standard, on puisse changer de cloud comme on change d'opérateur téléphonique, parce que c'est de ça qu'il est question. Et bien là, se dire, je vais pouvoir essayer un petit cloud, parce que s'il coule, comme c'est portable, je vais dans un autre petit cloud. Alors qu'aujourd'hui, il se dit, s'il coule, ça fait 50 ans qu'ils nous font coup. Voilà. Donc, too big to fail. Donc en fait, il va se dire, bon, je vais dans les 3 grands clouds américains, ils sont tellement grands, jamais ils couleront. Voilà pourquoi on n'y arrive pas. Voilà. Donc je pense exactement. Une fois qu'on aura passé ce cap, on aura un marché entre guillemets parfait, dans le sens économique du terme, ce qui permettra à des petits clouds de proposer des alternatives. Donc une loyale concurrence. Ensuite, on enrichira l'écosystème national et européen. Et ça nous permettra finalement, quand on aura un tissu de petits clouds qui seront compatibles avec ce standard, que j'appelle le noyau, mais que après j'appelle Space, voilà. Donc en fait, on apprend des leçons du passé. Il faut plus de gouvernance, mais il faudrait un leadership. Et c'est ce que nous, on essaie de porter avec Data Eclosion, c'est ce projet. Il ne faut pas viser l'exhaustivité. On va prendre les solutions les plus communes. Donc, on fait la règle des 80-20. 80% pour les choses les plus communes, base de données relationnelles, etc. Des spécifications, non. On fait un code qui fonctionne. On fera la documentation, bien sûr. Et surtout, il ne faut pas laisser ça à un cloud. Il faut que ça soit indépendant. Voici la proposition. C'est un standard de portabilité qui fournit le minimum, mais qui fournit quand même des VM, des orchestrateurs, Kubernetes, et
un framework de fonction serverless pour avoir la portabilité du serverless, parce qu'aujourd'hui on ne l'a pas du tout. Donc tout ça est à développer en open source et à reprendre des techniques. Donc le principe du space, c'est de dire on prend un ensemble de technologies qui existent déjà, qui sont open source, et elles sont obligatoires dans ce noyau. Par exemple, base de données relationnelle, vous prenez PostgreSQL parce que c'est une bonne base de données et elle est obligatoire dans le noyau. Si vous voulez MySQL, si vous voulez par exemple SQL Server de Microsoft, pas de problème, vous le mettez dans le container, dans un orchestrateur de container, vous le déployez. Si vous voulez des choses propriétaires, vous les déployez dans l'orchestrateur. Mais pour toutes les technologies, par exemple, si vous Buzz d'événements, Apache Kafka, les API standards, c'est à définir, et il faudra un système de fichiers manifestes qui soit rétrocompatible ascendant et descendant pour pouvoir que quand même on puisse avoir pour pouvoir rester portable malgré des cycles d'évolution assez différentes. Et voilà, il faut un standard simple, efficace, mais qui soit quand même qui n'essaie pas d'être trop exhaustif. Comment faire ça? Il faut une gouvernance possible. Donc nous proposons de prendre le leadership. Il faudrait des cloud pilotes pour tester la chose en grandeur nature. Je pense à Outscale Essence avec qui j'avais travaillé avec la GPL et qui ont l'avantage d'avoir pas beaucoup investi dans le développement de leur stack. Donc du coup, ils seront plus enclins à faire une stack générique. Après, il y a des clouds qui sont beaucoup plus comme Scaleway ou Clever Cloud qui, eux, ont développé beaucoup de stacks, mais que du coup, je les ai contactés déjà, ils ont dit qu'ils n'étaient pas contre. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais qu'ils attendaient de voir ce que ça allait donner. Parce que l'avantage de Clever Cloud, c'est qu'ils sont très engagés sur la partie Swan. Ouais, on va en reparler juste, je les connais bien. Et donc la communauté open source, quatrième acteur, les grands fournisseurs, peut-être en toute fin, mais surtout les institutions, c'est ce que tu dis, il faut Le régalien. Le régalien, il faut un soutien institutionnel à ce projet. Clairement. Et je pense que voilà, et c'est ce que nous sommes venus chercher. Moi, c'est juste pour voir au niveau des comptes GitHub publics, pourquoi utiliser un service Microsoft? Non. Oui. Mais c'est parce qu'on est dans l'hybridation. Et c'est déjà donc on peut utiliser GitLab. GitLab. En tout cas, il faut utiliser quelque chose qui soit open source. Voilà. Alors, oui. Je voudrais intervenir notamment sur le Data Governance Act dont on parle très peu. Oui. Je pense que typiquement cette nouvelle façon de mutualiser les données par secteur d'activité, je rappelle le Data Governance Act, c'est une volonté de rendre les données régaliennes mais aussi altruistes. Donc on a les données d'éducation, on a les données de la mobilité. Et on veut vraiment créer un layer européen. C'est vraiment la stratégie européenne de la data et notamment de la gouvernance de la data. Typiquement, ils sont en train de s'interroger sur comment faire clairement pour la souveraineté avec ce qui se passe outre-Atlantique. Je pense que ça serait vraiment très pertinent. Je viens d'écrire un article sur le Data Governance Act. Ça serait très pertinent de proposer un sandbox regulatory en disant que finalement votre propos, c'est finalement aligner finalement le droit et la tech pour devenir souverain et géopolitiquement, ça se justifie. Donc effectivement, parce que si on revient à la slide dans l'escalier de tout à l'heure, le but final, c'est de revenir à une souveraineté retrouvée européenne, française, des États membres et de l'Europe. Et ça, c'est très important, parce que là, la guerre commerciale menace vraiment nos existences, puisque tout est numérique aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Et donc, la dernière slide que je voudrais montrer, et ça, c'est le mot de la fin. J'ai préparé un QR code que je vous invite à scanner. Inscrivez-vous, il y a un questionnaire dessus. Vous pouvez mettre vous pouvez vous inscrire en fait pour suivre. Donc, et si vous scannez ce QR code. Après, vous pouvez m'écrire aussi, hein, c'est pareil. Mais l'idée, c'est de faire un petit questionnaire dans ce QR code et de pouvoir nous aider. Apprenez cela auprès des institutions
et auprès, si vous les connaissez, de plantes comme Housecale ou si vous avez des... Voilà. Et Une question, oui, parce que votre space, il s'appuie sur quelle technologie matérielle? En gros, quel matériel, quel OS, quel processeur, il s'appuie sur aucune technologie matérielle puisque... Alors, est-ce qu'il y en a une implémentation qui tourne? Parce qu'en fait, oui, mais c'est du logiciel en fait, parce que c'est une mission. Et ce logiciel qui tourne, il s'appuie sur quel matériel? Il Actuellement. faut qu'il soit portable. Mais celle-ci, c'est bien, le matériel qui est tout. Ben, la plupart des, j'ai envie de dire, la plupart des architectures. Ceux qui tournent, il s'appuie sur quel? Non, il est à développer. Il est à développer. J'insiste, on commence, et pour expliquer ce que tu disais, Christophe, en fait, tu disais qu'on a convaincu le Tigray, etc. Non, nous espérons convaincre le Tigray d'être mieux et tous, Ah ben, on est très heureux, voilà. Et un grand merci parce que il faut soutenir des c'est bien. et ça, Ça, c'est sympa. pour les jeunes générations. Voilà. Et la résistance, c'est que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Je veux dire, c'est ensemble qu'on sera plus fort. Et voilà. Et pour nous, c'est un projet on ne peut plus nécessaire. Voilà. Donc, On est d'accord. D'abord, bravo. Merci. merci beaucoup. Je précise, et je l'ai dit tout à l'heure, que Yann Pantic et son associé sont vraiment des invités de la dernière minute. Bon. Je pense que le débat qui s'est spontanément installé, grâce aux propos de Jean-Pierre aussi, et bon, d'accord, on est en reconquête, très bien, c'est bien. Mais je crois qu'il faut quand même pas oublier... Sans mauvais jeu de mots, sans mauvais jeu de mots. C'était triste, ça. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut quand même surtout pas. Alors d'abord, pour commencer, le sujet est difficile. Le public et les intervenants, les trois, étaient de grande qualité. Et le public, comme disait Pierre Mondy, c'est le public qui fait le boulevard. Donc en fait, on a quand même de la spontanéité. Et chaque fois, c'est la 53e conférence, c'est toujours comme ça. Mais celle-là particulièrement. Mais je pense qu'il faut quand même. Donc vous aurez le replay, vous pourrez le réécouter à tête reposée. Ça me paraît. Moi, personnellement, j'en ai besoin. Hein, donc je le ferai. Et vous aussi, je vous invite à le faire. Mais une chose, il faut quand même pas oublier la rigueur technique de l'exposé de l'orchestre. Parce que je pense que nous sommes d'accord, c'est la base. Hein. Et tu voulais réagir à ce type Parce que la question, c'est comment quel est le système que vous avez mis en place pour totaliser l'identité et leur manque et la deuxième question complémentaire, je vous demande une portabilité. Déjà, le système, c'est un concept pour l'instant, il doit être développé, premièrement. Mais il s'appuierait sur ce qui existe en open source. Voilà. Donc il faudrait trouver un dénominateur commun, ça pourrait être FileDAP, ça pourrait être une version de LDAP. Mais voilà, je suis conscient que c'est un sujet très vaste, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir s'y attaquer. À mon point de vue, c'est la pierre angulaire. Vous ne pouvez pas construire avec là, on trouvera sans régler ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est ceux qui rendent actuellement les codes américains et en passage. Oui, ils ont Active Directory, etc. Intra-IT maintenant. Ouais, je sais très bien. Ouais. Donc, gros défi, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais tout au moins, il faut commencer quelque chose. Voilà. Après, la mission, c'est à partir du moment où on résolve ce problème, et de trouver le reste, c'est facile, on va dire. Voilà. C'est un gros pain point, celui-là. C'est ça. Il faut que tu fasses un mail. Enfin, je ne sais pas si on écrit à toi ou si on écrit à son accueil. Ah bah moi, voilà. Il faut que tu envoies un mail dans lequel il y a le QR code et pour que ça soit tout le système. Merci. Merci, Geneviève. parce que là, tu as eu 2-3 mots, j'ai pas réussi à comprendre. Voilà. Donc, il faudra qu'il Non, mais tu vas le donner aux gens qui n'ont pas pu le. Voilà. Il n'y a pas du beaucoup. Moi, je suis d'accord avec Gamus sur. Merci de votre accueil.